Tous. Ma présentation a deux parties. Une première partie, je vais vous dire quelle a été la contribution de Odilsi au rapport sur le français dans le monde de 2026. Et la deuxième partie, c'est vu depuis l'ONG Odilsi, quels sont les enjeux dans l'année en cours pour la diversité linguistique dans le monde numérique. Qui est Odilsi, l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet. C'est en ce moment une ONG française, cela depuis 2021, mais en réalité, c'est un projet qui a commencé en 1998 comme un projet de l'association Réseau et Développement, Funredes, qui est une ONG internationale qui a travaillé sur le thème de la fracture numérique avec une grande sensibilité sur le thème de la diversité linguistique, avec un soutien historique et actuel de l'OIF, et c'est une ONG qui était née dans le sein de l'Union latine, ce qui explique aussi sa sensibilité sur le thème de la diversité. Que fait Odilsi et qu'a toujours fait Odilsi? Fabriquer des indicateurs sur la présence des langues dans l'Internet, indicateurs avec un critère scientifique, sérieux, dans un contexte où, où le côté scientifique est absent. On est dans un contexte où les biais sont extrêmes parce que ce sont des entreprises de marketing qui occupent le terrain, qui a été déserté par la science, avec une surévaluation violente de la place de l'anglais, violente, mais mésinformant très fortement, avec une puissance de marketing très forte. Alors pourquoi faire ces indicateurs? Pour informer les politiques publiques avec des données fiables qui permettent de faire des diagnostics et de mesurer les impacts. Voilà, c'est en gros ce que fait Odilsi. Vous allez recevoir une flopée de données dans cette présentation, je m'en excuse, mais bon, c'est notre travail et de fabriquer des données sérieuses, donc on va vous les montrer. Donc, en filigrane de ce que fait Odilsi, il y a une lutte originelle qui est la lutte sur la mésinformation, peut-être la désinformation parfois, sur le mythe de l'anglais comme lingua franca de l'Internet. Ce qui était peut-être vrai dans les années 90 au début, mais qui est très loin d'être la vérité aujourd'hui. En bleu, vous avez la courbe de nos mesures depuis l'origine des temps de la naissance de la toile, du web en 92. Et on voit qu'on est passé de 180, 50 dans les années 2000, 2007, et aujourd'hui on a une asymptote à 20%. Pourtant, les médias, en utilisant des sources très fortes sur le plan marketing, mais très faibles sur le plan scientifique, ont maintenu pendant des années, entre 1998 et 2009, que l'anglais c'était 80% des pages web, et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, elles maintiennent qu'il y a entre 50 et 60% de pages en anglais dans l'Internet, ce qui est entièrement faux. Donc ça, c'est un peu le contexte sur lequel nous travaillons. Alors venons-en à la contribution sur le français dans le monde. Quelle est la place du français dans l'Internet? Avant de regarder le français, regardons le contexte. Là, vous avez une courbe très intéressante offerte par Nescraft qui, depuis la nuit des temps virtuels, mesure le nombre de serveurs et le nombre de serveurs actifs, c'est-à-dire le nombre de sites web dans un serveur. Vous voyez en courbe en bleu qui décolle de manière extraordinaire pour arriver presque à 2 milliards en 2017, mais là, en réalité, sur ces 2 milliards de serveurs, il n'y avait que 200 millions de serveurs actifs. Et ce chiffre de 200 millions, en fait, il se maintient depuis pas mal d'années. Ça veut dire que les sites web naissent, parfois ils sont malades et ils s'arrêtent, et parfois ils meurent. Donc on n'a pas forcément un renouvellement, et donc il y a un tassement, un plafonnement autour de 200 millions du nombre de sites web actifs. C'est ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui ont des contenus. Pendant des années, on disait l'anglais décroît en proportion, mais ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas. Aujourd'hui, on peut se poser la question parce que pour renouveler avec des langues nouvelles des sites web, il y a forcément, si le nombre constant, des pertes. Sauf qu'il y a aussi le multilinguisme des sites web, et on en reparlera, qui est un facteur croissant. Si on regarde en termes de personnes connectées à l'Internet, on a une source très fiable qui est l'UIT. On voit également un fléchissement. Il y a un point d'inflexion dans les années 2019 et la courbe continue de croître, mais plus lentement. Et on en est aujourd'hui un peu plus de 65% de la population du monde qui a un accès à l'Internet, avec des variances importantes selon les pays. 54 pays ont plus de 90% de leurs personnes connectées à l'Internet, 84
plus de 85, mais il reste 23 pays, c'est pas un nombre extraordinaire, mais c'est quand même 23, dont 20 en Afrique, qui ont moins de 30% de leurs personnes connectées à l'Internet. Il y a clairement une fracture numérique qui s'est amoindrie dans le monde, sauf en Afrique, dans certains pays. Si on regarde les contenus, quelles sont les langues les plus présentes dans les contenus, selon le modèle d'Ogilsy, on en reparlera, qui a une grande marge d'intervalle de confiance, plus ou moins 20%. C'est pour ça qu'on permet de dire que les premiers, c'est l'anglais et le chinois, qui ont des valeurs très proches, au-dessous de la marge d'erreur, suivi en position 3 par l'espagnol autour de 7,5. Et il y a 5 langues qui se partagent la quatrième place, dont le français, l'arabe, le russe, l'hindi et le portugais. Les différences entre les chiffres portugais et hindi sont plus faibles que l'intervalle de confiance. Donc on ne peut pas vraiment être sûr que l'ordre c'est hindi, russe, arabe, français, portugais. On peut considérer que pour le moment ces langues sont au même niveau, à autour de 3,5% des contenus. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'évaluer comment ça va évoluer dans le temps, dans les années qui viennent, et à long terme. Si on regarde le niveau de connectivité par langue, on est capable de faire ça en faisant un travail matriciel entre les données de l'UIT par pays et les données démolinguistiques d'ethnologues. Donc c'est vrai, c'est presque mathématique. Et on voit là également un tassement. Pour le français, on était à 67% des francophones connectés en 2022. On en est à 67,75. Ça augmente, parce que ça augmente en Afrique. Mais bon, les écarts sont faibles. Et c'est vrai pour tout le monde. Tassement. Ce qui veut dire que la croissance aujourd'hui de l'Internet est dans des pays qui étaient en retard et que des langues nouvelles rentrent dans l'Internet. Si on analyse maintenant par langue, on a ce tableau qu'on appelle cybergéographie des langues. Ce que l'on a fait, c'est récupérer les résultats de notre modèle qui concerne 359 langues qui ont plus d'1 million de locuteurs et on les a regroupés par famille linguistique. 153 langues africaines, 8 langues américaines, le quechua, l'aymara, les langues asiatiques, les langues européennes. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des contenus? Les langues asiatiques commencent à peser presque autant que les langues européennes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas encore du retard à combler. Et on voit qu'il y a les langues africaines qui sont très en retard. Par rapport aux autres, elles ont des chiffres très bas. Donc il y a un endroit où il faut récupérer le retard. Si on regarde ce qu'on a appelé l'indice de cybermondialisation, qui prétend essayer de comprendre quelles sont les tendances vers le futur, quel c'est le potentiel stratégique d'une langue. Le calcul est assez simple. On fait le rapport entre le nombre de locuteurs L1 plus L2 divisé par L1, qui est le taux de multilinguisme d'une langue. Certaines langues ont un grand facteur, c'est le cas du français. Le pourcentage de pays qui ont des locuteurs et le pourcentage de locuteurs connectés. Et on voit, avec cette technique de création d'un indice, que l'anglais et le français ont une première place, les deux premières places, mais avec un écart extrêmement fort sur les suivants. En 2021, à eux deux, ils faisaient 24% des données. Alors si on joue pour regarder le futur, c'est pas difficile, il suffit de mettre que le CL est égal à 1, c'est-à-dire que tout le monde est connecté. Eh bien, l'avantage de l'anglais et du français reste vrai, mais des nouvelles langues apparaissent, comme le swahili, le tagalog, qui se basent sur leur extrême grande force comme deuxième langue. Alors, dans ce contexte où le français est en quatrième position, mais pas tout seul, une question intéressante à se poser, c'est comment vont se comporter les 5 langues en question dans les années qui viennent, dans le futur. Quels sont les critères déterminants pour la présence d'une langue dans l'Internet? La démographie, les locuteurs de cette langue, L1 plus L2, et j'insiste sur le L2, la connectivité, combien d'entre eux sont-ils connectés? Et enfin, le dynamisme dans l'écosystème web, la création de contenu. Il y a des langues qui créent plus de contenu que d'autres. Ça dépend
de l'écosystème économique du web, ça dépend aussi des pays dans lesquels ces langues sont parlées. Est-ce qu'ils sont en avance ou pas dans le monde de la société de l'information? Alors, une analyse très rapide à partir de la démographie nous montre que l'Indie a un futur extraordinaire par sa démographie. Il pourrait non seulement prendre la tête de ces 5 langues, mais même arriver à dépasser l'espagnol dans un futur assez plus lointain. Le russe est en saturation, il ne va plus tellement croître. L'arabe et le français sont proches en connectivité aujourd'hui, mais la démographie actuelle donnerait l'avantage à l'arabe, si ce n'est que la puissance deuxième langue du français et la croissance extraordinaire prévue en Afrique pourraient changer la donne. Le portugais profitera de la croissance démographique africaine parce qu'il y a des pays lusophones en Afrique, mais pas dans les mêmes proportions que l'anglais et le français. Alors, il y a une analyse intéressante à faire qui a été faite dans ce rapport. Est-ce que l'écosystème du web africain permettra aux Français de profiter pleinement de la croissance démographique prévue? On parle de doublage de la population en 2050. Donc, on s'est vraiment attaché à cette question, on a essayé d'y répondre. On essaie d'y répondre avec une étude qui utilise encore une fois les données d'ethnologues et on a eu la chance d'avoir un fournisseur de données qui s'appelle Data Provider qui nous a donné un accès de courtoisie qui a des paramètres, une centaine de paramètres dont la langue pour 80 à 90% des sites web existants dans le monde. Leur base de, leur base de données a 180 millions de sites web sur les 200 millions existants. Et donc, on s'est posé la question, si je fais le rapport entre le pourcentage de sites web dans un pays, en utilisant le nom de domaine du pays, et le nombre de locuteurs francophones, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que c'est proche de 1? Est-ce que c'est plus grand que 1? La surprise a été énorme. Le français est extrêmement bien représenté dans l'écosystème du web francophone, du web africain, pardon. La moyenne est de 3,5, on a des valeurs pour certains pays jusqu'à 8. Là, vous avez la répartition 3,5 pour tous les pays. Ce que j'ai appelé sélection X, ce sont les pays plus fortement francophones. Le Maghreb monte à 4,60 et le plus bas, c'est l'Afrique de l'Est avec 1,8. L'étude est consultable, vous pouvez la voir. Donc, il y a des promesses. Le français est très bien placé dans l'écosystème du web africain pour profiter de la croissance démographique africaine. Un autre résultat que l'on a pu établir avec les données de dataprovider.com que l'on présente dans ce rapport, c'est une sorte de signature thématique. Dataprovider.com a un critère avec une intelligence artificielle qui est de déterminer le type de site web. Est-ce que c'est sur les finances? Est-ce que c'est sur la santé, la médecine, sur le télécom, sur la science, sur l'éducation? Et à partir de cela, ils ont 19 langues qui sont très bien renseignées, ce n'est pas le cas de toutes les langues. On a comparé ces 19 langues à partir des résultats. Et qu'est-ce qu'on voit? De très bons résultats pour le français qui est en deuxième position, c'est à droite, pour les critères de gastronomie par exemple, art et design, et des critères en rouge qui sont des très mauvaises places. La dernière place pour la finance, l'avant-dernière pour logiciel et données, curieusement l'avant-avant-dernière pour éducation. Et au milieu, on est dans la moyenne. Alors, on a même fait un travail une métrique qui permet de mesurer quelles sont les langues qui ont les signatures les plus proches. Dans le cas du français, c'est l'italien qui est la signature la plus proche que du français. Là, vous avez les résultats qui vous donnent les 5 premières langues. Donc, gastronomie, le français est second, voyage et tourisme, le français est second, nature, troisième, sport, art et design, gouvernement et société. Et des résultats, bon, pornographie, c'est pas bien grave. Par contre, finance, logiciel et données, éducation, on peut se poser la question. Quelle est la valeur de la base de données? Elle est très bonne. C'est une couverture de plus de 80% des sites existants. Moins forte dans les pays en développement, pour être clair. Beaucoup plus forte en Allemagne, en Hollande, où l'entreprise travaille. Quelle est la fiabilité de l'attribution automatique des thématiques par l'intelligence artificielle du fournisseur? Je ne peux pas répondre parce que ce n'est pas transparent. Cependant, j'ai fait des tests manuels qui m'ont permis de trouver un taux d'erreur qui est très bas. Alors, comment expliquer des notes aussi basses pour éducation? Centralisation. Grand défaut français,
et francophones, la centralisation. N'oublions pas que l'on mesure non pas la qualité des sites web, mais le nombre de sites web. On mesure le dynamisme en termes de nombre de sites. Faut-il s'inquiéter d'un classement aussi mauvais pour logiciels et données? Moi, je dirais oui, il faut s'inquiéter. En tout cas, ça mériterait qu'on fasse une étude complémentaire. Là, vous avez le lien vers l'étude qui est consultable et qui est publique. Voilà, j'ai terminé la première partie, la langue française dans le monde. Je passe à la deuxième partie. Quels sont les enjeux vus depuis Obdilsi pour la diversité linguistique dans le monde numérique? Il y a 4 thèmes que je vais développer. Messildi, c'est un nouvel outil que nous voulons développer à côté du modèle que nous avons pour en finir avec la mésinformation sur la place des langues dans Internet. Des études sur le multilinguisme de la toile qui sont très originales, qui ont été faites en 2025, qui ont permis d'apporter des données qui n'existaient pas auparavant grâce à Data Provider, et un peu de travail sur la gouvernance d'Internet et l'intelligence artificielle. Messildi veut dire mesure ciblée des langues dans l'Internet. Pourquoi avons-nous besoin de faire un nouvel outil? Parce que les démonstrations scientifiques et le modèle que nous avons apporté ne suffisent pas à lutter contre la mésinformation. Il va falloir travailler sur le même terrain que les sources biaisées, mais en travaillant sur les biais. Quel est ce terrain? Toutes les mesures se font à partir d'algorithmes de détection des langues appliquées sur un échantillon du web qui se veut représentatif. En général, W3Tech utilise Tranco, qui sont le million de sites les plus visités, et elle applique un algorithme de reconnaissance des langues. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un biais dans ce qu'ils font. Le biais est qu'ils ne prennent pas en compte le multilinguisme. Donc, si vous comptez Facebook comme un site web en anglais, alors qu'en fait, il y a 80 langues possibles, vous négligez 79 langues. Et si on fait les comptes, on peut arriver à multiplier par 2 le chiffre réel de l'anglais. C'est un projet ambitieux, parce que bon, c'est vraiment un travail qu'on avait toujours laissé ça pour les grandes entreprises. Faire de l'exploration de sites web, c'est de la grosse programmation. Donc, c'est un projet qu'on a évalué à 80 000 euros, 50% pour faire de la programmation et 50% pour appliquer l'outil sur des objets d'intérêt des groupes à qui on demande du financement. On ne peut pas simplement leur dire de financer un programme, il faut que ça leur apporte quelque chose. Le but était de demander à la DGLF 8 000 euros, à l'OIF 36 000 et à l'Institut de la langue portugaise 36 000. Cette combinaison avait été celle qui a permis de financer le modèle, langue portugaise, française et DGLF. Les applications auraient été pour l'OIF de mesurer la répartition des langues dans certains pays, Cameroun, Haïti, Maroc, Madagascar, Liban, République démocratique du Congo, Vietnam. Pour la DGLF, le même travail, mais sur des domaines linguistiques, Alsace, Breton, Corse, Guadeloupe, Martinique, etc. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu nos budgets. Seul le budget de la DGLF a été obtenu en 2025, mais malheureusement aussi avec un grand retard. Alors, nous avons décidé en novembre de faire une version 1 moins ambitieuse, sans les applications, et avec une recherche du multilinguisme, qui est quand même un travail assez complexe, moins avancé. Je vous expliquerai après. Et c'est en cours et on espère avoir les résultats en mars. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas des données 100% fiables, mais elles seront 90% fiables et on saura mesurer les biais. On espère, si on arrive à vous convaincre à l'OIF de financer le projet, de pouvoir continuer en séquence et de combler le retard. Alors, je vous ai dit en début que les démonstrations scientifiques n'ont pas suivi, je vais dire le contexte. Ça, c'est l'architecture du projet, un tronc commun pour faire un logiciel, préétude, développement, test, validation avec Tranco, et des applications qui dépendent de chaque groupe qui apporte du financement. Alors, il y a un biais chronique sur les données linguistiques en ligne à cause d'une gestion totalement défaillante de la réalité du multilinguisme. Les 2 sources principales citées abondamment depuis l'origine des temps, c'est Internet Wordstat pour les langues en termes d'internautes, les 10 premières seulement, et W3Tech pour les contenus.
Les biais sont terribles. Si vous regardez, pardon, Internet Worldstat, vous voyez qu'il dans la colonne population du monde, l'anglais 1,5 milliard, le chinois 1,4 milliard, l'espagnol 500 millions, ils parlent clairement de L1 plus L2. Pourtant, quand ils font leur toto, ils trouvent que le reste des langues, c'est le total de la population mondiale moins. Non, si vous travaillez en L1 plus L2, le reste, c'est pas ça. Le reste, c'est l'ensemble de la population L1 plus L2 qui n'est pas 7,8 milliards, mais 11 milliards. Le nombre de personnes langues. Donc il y a une erreur énorme. En plus, cette erreur se réplique sur le français. Vous voyez que 35% seulement serait le chiffre de la pénétration du français. Non, c'est 65%. Pourquoi ils ont mis 35%? Si c'était 35%, on aurait des taux de connectivité en Afrique de zéro. Ce n'est pas le cas. Donc il y a des erreurs grossières. Si vous prenez le cas de W3Tech, qui donne l'anglais à 49%, le chinois à 1%, alors qu'il y a plus de gens qui parlent chinois connectés à Internet, et cela de manière stable dans le temps, voire même décroissante pour le chinois, il y a le problème, je vous l'ai dit, du biais sur le multilinguisme que j'ai mesuré et qui peut arriver jusqu'à 100%. C'est quand il dit 50%, c'est 25. Alors, nous avons publié ce document. Est-il vrai que la moitié du web est en anglais? Non, si on prend en compte le multilinguisme, c'est publié dans une revue scientifique, c'est une démonstration mathématique et on évalue la démesure à 100%. De plus, on a analysé toutes les options de mesures existantes, on les a comparées dans un travail fait pour la réunion de l'UNESCO LT for All, et on arrive à conclure que sur les biais et que la réalité, c'est plutôt entre 20 et 25%. Là, ce sont tous les acteurs existants. On voit bien que si on débiaise, entre guillemets, on arrive à un anglais entre 20 et 27%. Et si on regarde les chiffres de W3Tech, Data Provider, ce sont les deux qui ne prennent pas en compte le multilinguisme. NetSweeper, c'est une autre alternative qui, elle, prend en compte le multilinguisme parce qu'elle travaille sur les pages et pas sur les sites. On a des chiffres très proches de ceux d'Optilcy. 19 pour le chinois, 18, 26 pour l'anglais, 20. Donc, très clairement, il y a un travail à faire. Alors, ça n'a pas suffi. Bien sûr que le modèle d'Optilcy a lui-même des biais, mais nous, on travaille sur les biais. 80% de notre temps de travail est sur. Alors, en attendant Messildi, nous avons pu, grâce à Data Provider, ouvrir les ports du multilinguisme et faire une série de 7 études autour du thème du multilinguisme dans le web. Je vous donne l'accès. On a pu répondre à des questions qui n'ont jamais obtenu de réponse depuis l'origine des temps du web. Quel est le pourcentage de sites web multilingues? 12% avec une variance énorme selon les langues, les pays, les types de sites. Combien en moyenne de langues par site multilingue? 5, là aussi grande variance. Quel est le taux de multilinguisme de la toile? Le nombre de versions linguistiques par rapport au nombre de sites, 1,8, à comparer avec celui de l'humanité qui est 1,44. Comment ces valeurs se comportent selon les langues, les pays, les régions, les types. Pour le moment, c'est approximatif, mais Sylvie nous apportera les réponses précises. Les conclusions principales, il y a beaucoup de données qui ont été fabriquées, je n'ai pas le temps de vous les montrer. Le multilinguisme élevé est corrélé à commerce électronique, empreinte économique forte des sites web, pays européens, pays arabes. Le faible multilinguisme est corrélé à pays anglophones, pays asiatiques, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Indonésie. 48% des pays ont un faible taux de multilinguisme dans leur web, mais pourtant ça représente 76% des locuteurs. Quels sont les gagnants linguistiques? Le basque, l'ukrainien, le letton, le catalan, l'estonien et le grec ont des sites web qui sont plus de 50% multilingues. Les perdants, le chinois, le coréen, le japonais. Les gagnants des domaines nationaux, Monaco, oui, Moldavie, Koweït, Ukraine, Mauritanie. Les perdants, Zimbabwe, Chine, Afrique du Sud. Singularité, Luxembourg qui est très élevé en multilinguisme comme pays, mais la langue du Luxembourg, le luxembourgeois, a par contre un très faible niveau de multilinguisme. Le Portugal est très bas, le portugais est très bas, pourtant le Portugal est très haut. Le problème, c'est le Brésil qui a un taux très faible de multilinguisme. L'Amérique du Nord est très faible, mais ce n'est pas la faute des Canadiens qui ont un bon taux de multilinguisme dans leur web. Ce sont les États-Unis. Bon, il me reste
3 minutes pour essayer de conclure. L'Obdixi a également contribué aux évaluations francophones sur le pacte numérique mondial, a participé à des réunions de gouvernance du numérique et de l'IA. Elle continue à y participer. On a beaucoup travaillé sur le thème IA et diversité linguistique pour montrer que la lingua franca de l'Internet, c'est la traduction et que la traduction est en train de vivre un changement de paradigme grâce à l'intelligence artificielle, que je préfère appeler intelligence augmentée, mais il reste le défi des langues minoritaires. Je termine avec cette présentation qui a été faite récemment pour une réunion de l'OIF. Ça, c'est le nombre de langues par rapport au nombre de locuteurs. Vous voyez la courbe. Il y aurait 2 langues qui ont plus de 1 milliard de locuteurs, 15 qui ont plus de 100 millions, 125 qui ont plus de 10 millions, 447 qui ont plus d'1 million, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins de 5% des langues aujourd'hui regroupent 95% des humains. Cela explique la grande difficulté que l'on a pour couvrir toutes les langues dans le monde numérique. Si on regarde les taux de numérisation des langues, on part de 7500 langues, 750 peut-être aujourd'hui ont une existence numérique, c'est-à-dire une codification Unicode, 250 langues ont aujourd'hui un support technologique moyen, par exemple présente dans Google Translate, seulement une trentaine ont un support technologique très fort, 343 langues dans Wikipédia. Combien de langues sont découvrables, c'est-à-dire qu'on a un reflet dans les moteurs de recherche raisonnablement comparatif, peut-être une centaine. Combien de langues ont un corpus pour faire de l'intelligence artificielle? 50. Combien de langues ont des modèles de langue? Aujourd'hui, une vingtaine. Pour conclure, dans ce domaine, la taille compte énormément. Voilà, j'ai terminé. En dépassant de 2 minutes le temps qui était prévu, je suis désolé, mais c'était quand même beaucoup d'informations. Je laisse quelques références complémentaires pour compléter.